Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous continuons notre entretien avec le prince Commando III. Nous avons découvert un certain nombre de livres, en l'occurrence Stolen Legacy. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous continuons notre entretien avec le prince Commando III. Nous avons découvert un certain nombre de livres, en l'occurrence Stolen Legacy de George James. Nous voudrions que le prince puisse nous présenter brièvement le contenu de ce livre, Stolen Legacy. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que George James nous parle à l'intérieur. Le prince qui a certainement lu ce livre de début jusqu'à la fin pourra nous dire davantage sur ces livres. Oh, ce que je peux vous dire, il y a tellement de livres ici à la bibliothèque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que ce que les Africains, ce que les Européens, ce que les Américains apprennent, c'est que le noir n'a rien inventé. Tout à fait. En réalité, on a volé aux Noirs l'héritage qui a été constitué par les Noirs pour l'humanité entière. Alors, c'est pour ça qu'il dit Stolen Legacy, c'est-à-dire donc un héritage qui a été volé. Et il dit bien, the Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of North Africa, commonly called the Egyptians. So, Stolen Legacy, the Greeks were not the authors of Greek philosophy, but the people of Northern Africa, commonly called the Egyptian. And this is by George James in 1976. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des gens comme Cheikh Anta Diop ici, etc., qui ont compris ce qui s'est passé. Et c'est un débat qui est maintenant international. Mais comment est-ce que les gens ont inventé maintenant? Vous venez même être leurs élèves et après vous dites que c'est vous. C'est comme nos enfants que nous envoyons aujourd'hui aux États-Unis, en France, en Russie, etc. Et quand ils vont revenir ici avec ce qu'ils ont appris là-bas, on va mettre maintenant leur nom sur ce qu'ils ont appris là-bas. Et c'est ça, ce Stolen Legacy. Et c'est ça qui est arrivé à l'Afrique. C'est pour ça que je dis que, s'il vous plaît, même si vous êtes docteur, Oui. même si vous êtes africain docteur là, vous avez fait l'école du blanc comme moi-même, Oui. sache qu'il te manque quelque chose. Donc, remets-toi au travail pour chercher. Et c'est la même chose quand j'étais aux États-Unis. Oui. Je suis allé aux États-Unis la première fois en 1975. Oui. J'ai rencontré Chancellor Williams. Chancellor Williams. Chancellor Williams à Washington, Oui. qui a écrit ce livre absolument formidable, The Destruction of Black Civilization. C'est-à-dire comment lui aussi il arrive aux mêmes conclusions que Cheikh Anta Diop. Et comment on a non seulement détruit la civilisation noire, mais comment on a même au niveau mental, on a tout détruit pour que l'Africain ne sache plus qui il est et qu'il se réfère seulement aux autres. So we have Et ça, here- c'était en 1975, vous voyez, c'est bien là. Il Oui. m'a dédicacé ce livre le 11 septembre 1975 à Washington. Donc quand on lit bien ici, c'est, let me see, il dit The Destruction of Black Civilization, Great Issue of a Race from 4500 before Christ to 2000 after death by Chancellor Williams. Et il dit For my friend Kuma Ndumbe of the what? Of the In visit. memory of the visit. In memory of the visit to my home. Donc vous avez été à son domicile Oui, en j'ai 1975. oui, j'ai intéressé. Et Chancellor Williams était aveugle. Hein? C'était un aveugle. C'était un aveugle, mais c'était un grand intellectuel à Washington, aux États-Unis, et qui est donc arrivé aux mêmes conclusions. Et quand je suis donc allé là-bas, mais c'était, je n'oublierai jamais cette scène. Elle me revient encore comment il me dédicace ce livre. Comment vous avez fait pour rencontrer Chancellor Williams? Comment est-ce que j'ai fait pour rencontrer Chancellor Williams? J'ai été invité en 1975, il y avait le grand congrès des sciences historiques à San Francisco. Oui. Et comme j'ai eu la grâce divine que en 1974, Oui. j'ai été coopté comme premier africain et premier noir Oui. dans le comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Un comité où vous aviez donc des
généraux comme le général Gilin de l'URSS qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, ou des résistants comme Henri Michel de la France, etc. Bon, quand j'ai fait mon travail sur Hitler, effectivement, quand j'ai fait ce travail ici, sur les plans de Hitler en Afrique, et c'était complètement nouveau, personne n'avait jamais présenté une thèse comme ça. Alors le comité international m'a coopté et je ne représentais aucun pays puisque les gens qui étaient dedans étaient les présidents des sections américaines, soviétiques, etc., etc. Bon, moi, on m'a pris justement à titre individuel. Et en 1975, il y avait donc à San Francisco le congrès mondial des sciences historiques. C'est comme ça qu'ils m'ont donc invité. Alors, un soir, il y avait un spectacle. Et dans ce spectacle, c'était des Noirs qui dansaient, etc. Et pendant leur danse, ils commencent à dire « We are Africans ». Et dans ce congrès-là où il n'y avait presque pas d'Africains, mais c'était un congrès, moi. Alors après la scène, moi je suis allé les chercher dans leur vestiaire pour dire, mais moi je suis africain, comment est-ce que vous, Américains, là vous dansez, vous dites oui. Alors c'est comme ça donc qu'ils m'ont adopté, ils m'ont amené dans leur quartier Fillmore, et comme ça de Chicago, Washington, New York, c'est seulement, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné, ils me tenaient de main en main pour que je connaisse les Noirs. Et c'est comme ça même que c'est comme ça même que j'ai pu faire en 1975 les interviews avec des gens comme Angela Davis, les Black Panthers, les Black Power, les Nation of Islam, etc. Bon, et j'ai donc publié récemment ce livre-ci, Africa is Calling, parce que eux tous disaient qu'ils attendent l'Afrique, que c'est l'Afrique qui va les relever, les mettre debout. Et maintenant qu'Obama est devenu président, donc j'ai donc publié ce livre pour dire, bon, l'Afrique vous appelle et vous attend. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Donc, vous voyez, ça nous a amené loin. Ça nous a amené loin, mais... C'est cette dédicace de Chancellor Williams. Mais Chancellor Williams, vraiment, c'était une sommité à l'époque, aux États-Unis. Tout à fait. Et c'est même de là, donc, qu'ils m'ont amené à l'université, Howard University, etc. Mais c'est merveilleux d'apprendre ce genre d'histoire pour nous qui sommes jeunes. Et quand nous parlons de Africa is Calling, nous ne pouvions pas savoir que derrière Africa is Calling était liée votre visite à San Francisco en 1975, où vous avez rencontré des éminentes personnalités comme le Chancellor Williams et peut-être bien d'autres personnes que vous avez rencontrées. Et vous voyez, mais quand je suis arrivé l'an dernier, en 2013, à New York, je vais à Schomburg Center et le directeur de Schomburg Center regarde. Qu'est-ce que c'est que le Schomburg Center pour nos auditeurs? Le Schomburg Center à New York, n'est-ce pas, à Harlem, c'est un grand centre où on trouve vraiment beaucoup de littérature sur le monde noir, le théâtre, la musique, c'est-à-dire c'est le centre vraiment du monde noir aux États-Unis. À New York. À New York, oui, mais je crois qu'on peut dire ça aux États-Unis, vraiment, cette concentration-là. Alors, le directeur regarde, il dit, mais comment? Mais vous avez interrogé mon oncle. Mais il dit, mais j'avais 3 ans. C'est le directeur qui vous le dit? Oui, il dit, mais comment? Je vois en quelle année vous l'avez. Son oncle, c'était le ministre Jeremiah Shabib Moslem Shabash. Et il dit, ben, c'était mon oncle, j'avais 3 ans quand vous avez fait l'interview. Bon. Donc, en réalité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités entre l'Afrique et l'Amérique, entre l'Afrique et le Brésil, entre l'Afrique et la diaspora. Mais ce n'est pas encore très conscient, ni chez les Africains, ni chez les autres. Parce que je me rappelle, quand je suis venu en 1975, beaucoup d'Africains qui étaient là-bas ne voulaient même pas avoir de relation avec les Noirs américains.
Comment cela pourrait s'expliquer? Parce qu'ils se disaient que pour réussir, il faut qu'ils aient une relation avec les Blancs américains. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Donc, une fois de plus, le formatage de la pensée. Oui, le formatage de la pensée. Bon, moi, comme pendant cette soirée de spectacle à San Francisco, on était au Fairmont Hotel. Le Fairmont Hotel, à l'époque, c'était vraiment... c'est là que même les présidents descendaient. Alors là, et ce groupe de Noirs qui dit oui, qui commence à danser « We are Africans, we are Africans ». Alors, je vous assure que c'était pas du n'importe quoi. Bon, bref, ça nous a amené très loin. Peut-être qu'on ira toujours très loin parce qu'avec vous, vous êtes une bibliothèque et nous voulons connaître beaucoup de choses. Alors nous avons un autre livre ici intitulé Ancient African Civilization, Koch and Axon, et c'est Stanley Bruston qui est l'éditeur. Vous pouvez nous dire quelque chose également sur ce livre? Oui, mais c'est-à-dire que les civilisations couchent, Axon, oui. À l'époque, ça a même précédé l'Égypte. Et c'est pour ça que je dis que ouais, Aloba, comment on va faire pour que les Africains... Donc quand vous dites ouais, Aloba, c'est... Mais je parle ma langue, non? Oh, la langue des Européens, là, c'est compliqué. Donc ouais, Aloba signifie... Ouais, mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ouais. Oh my gosh. C'est pour nos auditeurs parce que oui. Tous ne sont pas d'expression. Voilà, donc oui. Il est de bon ton qu'on puisse les amener à la connaissance. À apprendre Douala. Moi, j'ai appris leur langue. Qu'ils apprennent aussi ma langue. C'est très important. Parce que ce que je dis aux Américains, aux Français, aux Allemands, tant que moi, l'Africain, je ne suis pas capable d'articuler mes pensées dans leur langue, le dialogue n'est même pas possible entre nous. Il faut que c'est l'Africain qui fasse l'effort pour parler la langue de l'autre pour qu'il y ait un dialogue. Parce que l'autre ne va même pas faire l'effort pour apprendre la langue de l'Africain. Donc en réalité, quand vous y voyez de plus près, c'est l'Africain qui est même plus intelligent. Parce que non seulement il est dans sa langue, je dis bien celui qui est dans sa langue et dans sa culture, tout à fait. Mais il est aussi dans la langue et dans la culture des autres. On parle là, nous sommes en train de faire cette interview en français. Oui. Mais vous voyez bien, ça c'est bien mon livre. Tout à fait, je vois que c'est en anglais. Mais là, quand vous prenez les autres, là, hein, Africa is Aufbruch. Oui, ça c'est toujours mon livre, mais ça j'ai écrit ça en allemand. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Africain, par le contexte historique, oui, a été obligé de faire un effort monumental pour pouvoir articuler sa pensée, non seulement dans sa langue et rester dans sa culture, mais aussi dans la langue de l'autre. Pour mettre de l'eau un peu à votre moulin, j'ai eu le plaisir de trouver un livre ici qui s'appelle Mission protestante Cameroun. C'est un livre apparemment qui est écrit par le pasteur Joseph Ekolo à Bonabéry, et c'est daté du 22 février 1946. Oui. Et en l'occurrence, le livre, apparemment, il est écrit en Douala. Vous pouvez lire quelques extraits parce que tout est écrit en Douala à la plume, apparemment. C'est merveilleux parce que quand vous nous dites que la langue, c'est vraiment le véhicule, vous pouvez ouvrir n'importe quelle page et nous dire un peu... Ça, c'est un livre du pasteur Ekolo. Oui. Le pasteur Ekolo, c'est un pasteur de la mission protestante, mission évangélique du Cameroun. Et ici, ils sont Miango, Onyola Biboté Dibé Yalaloba au Cameroun. C'est-à-dire une brève histoire du début de l'évangélisation au Cameroun. Et là, Mwimba Maloba, Mabonakou par exemple, donc l'église à Bonakou, c'est-à-dire à Akwa. Vous avez ici Boutiale Bola Loba au Bonabédi, le début de l'évangélisation à Bonabédi. Mwimba Maloba, Mamounabédi, donc l'église de Bonabédi. Et nous sommes en 1946. Nous sommes en 1946. Bon, parce que ici à la bibliothèque Cheikh Anta Diop, nous collectionnons aussi les manuscrits. Vous voyez, c'est écrit à la main. C'est écrit à la main, c'est écrit à la main et à la plume. Et à l'époque, ils écrivaient vraiment très très bien. Bon, c'est le cas de le dire, c'est très bien écrit. Oui. Bon, le début de l'évangélisation à Bonindale, ici à Bouilelo, Bombardier, etc.
Donc, voilà un autochtone qui est donc devenu pasteur dans l'église évangélique et qui dit dans sa langue ce qui se passe chez lui. Voilà le genre de choses que nous collectionnons ici. Nous collectionnons ça parce que ce n'est pas un Européen qui a écrit. Un Européen aurait écrit en allemand, en anglais, en français, mais lui, il écrit dans sa langue. Et quand le Douala va lire ça, il va se sentir à la maison. Tout à fait. Et je vais vous montrer encore, comme vous avez vu ça Oui. par hasard. Oui, nous l'avons trouvé par hasard, oui. Voilà le genre de manuscrit que nous collectionnons. Vous voyez, le manuscrit lui-même dit son âge. Et Komboyen, ici Bindol, C'est-à-dire, Nyango Mabakom Ba Bombe. c'est-à-dire, Difo. Voici donc un pays qui ne connaît pas l'amour. L'histoire des esclaves à Bombay, Ndifo. Et c'est écrit à la main. Ce sont c'est les écrit gens par Joseph Nkedingue. Kendinge. Alors, le problème que nous avons ici, c'est que ce sont des manuscrits, ce sont des documents qu'il faudrait scanner, Oui. garder précieusement quelque part pour les générations actuelles et les générations futures. Parce que aller demander à tous ces gens-là... Parce qu'apparemment, ce document risque d'être entamé par l'âge. Mais bien sûr. Bien sûr. Ici, par exemple, vous avez un document ici sur les jumeaux. Les jumeaux. La signification des jumeaux Mawasa. Oh, la Ouais. signification des jumeaux. Les jumeaux. Et c'est écrit en langue douala. Oui, oui, bien sûr. Mawasa. Ou bien Malodi. Malodi, c'est-à-dire La salive. la salive. La signification de la salive. La signification de la salive. Mais je pensais que la salive provient des glandes salivaires au niveau de la bouche. C'est vous qui le dites. Mais quelle est Parce sa que c'est la signification? science que vous avez apprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec la salive? Pourquoi est-ce qu'on arrive même à tuer certaines personnes par leur salive? Dites-nous plus. Non. Voilà. Vous Est-ce voyez qu'on ici, doit être initié pour comprendre ces choses? Du bois, la neuvaine, La neuvaine. hein, Oui. du bois la quam, etc. C'est-à-dire que 9 jours après la mort. Etc. Bon, tout ça. Mais pourquoi, c'est- dites-nous un ce peu, sont- Prince, je m'excuse de vous interrompre un peu. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, la neuvaine? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça 9 jours après le décès de la personne? Bon, mais Parce que là, je vous ai dit, on va aborder, on on va va aller déjà- du coq à l'âne. on et, va déjà très loin, parce que je ça, ne- c'est l'Afrique profonde. Je voudrais pas perdre. On va déjà très loin là. Ça, c'est déjà l'Afrique profonde. Et vous savez que il y a aujourd'hui un problème entre les églises qu'on appelle les églises de réveil, Tout à fait. qui sont des ignorants absolus en ce qui concerne la culture africaine. Parce qu'ils n'ont jamais rien appris. Alors maintenant, les choses viennent des États-Unis, de France, etc. Ils s'engouffrent là-dedans parce que eux-mêmes, ces pasteurs, sont des illettrés dans la culture africaine. Je dis ça avec autorité. Excusez-moi, Comme j'ai Prince. dit tout à l'heure, que tu peux être docteur africain, mais tu ne connais rien de chez toi. Hein? Vous permettez que je puisse faire une parenthèse parce Je que vous en prie. là vous avez frappé dur là. Pourtant, bon? voici un livre qui est écrit Oui. par, je ne sais pas, peut-être c'est un Africain, c'est Jimmy Zaka, Oui, Zaka, oui, qui oui. dit possession démoniaque et exorcisme dans les églises pentecôtistes d'Afrique centrale. Exactement. Une relecture du ministère de délivrance à partir de l'évangile de Marc. Exactement. Parce que vous avez trouvé ça où? Je l'ai Ici. trouvé dans la bibliothèque. Tout à fait. Voilà, parce que nous collectionnons tout ça. Parce qu'il est important qu'un pentecôtiste, par exemple, vienne vous voir ça. Et qu'il y ait un débat, qu'il trouve d'autres livres. Je vais vous montrer, par exemple, un livre. Oui. Je sais pas si ici. Nous allons apprendre beaucoup de choses de vous, Prince. Vous voyez ce livre-là, Oui. La religion. Vous voyez. La tout ça. religion en Afrique occidentale. Voilà. Illustré par les croyances et pratiques des Yoruba, des Ewe, des Akan et des peuples Apparentés. Oui. Bon. Ah là là. Là, j'ai déjà enlevé la couverture. Voilà. Et ces livres-ci, quand vous lisez
C'est un très très vieux livre de 1950. 1950, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Voilà. Mhm. Et Il est écrit par Payot? non, il a été édité par la maison d'édition Payot, mais c'est Parender, Geoffrey Parender qui a écrit le livre. Alors, quand il vous dit, par exemple, que lui, il était en train... Attendez, je vais encore vous montrer, hein, parce que c'est vous qui voulez parler de la religion, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, nous sommes convaincus de ce que l'homme sans Jésus n'est rien, ou alors l'homme sans Dieu n'est rien. Oui. Nous vous emmenons encore trop loin là. Vous voyez ce livre, Les Païens? Les Païens, oui. C'est écrit Howells. par Howells. Édité par Payot aussi, c'est un Oui. très vieux livre. Oui, Qui a été édité aussi en 1950. Ouais, c'est en train de partir tout ça. tout à fait. On n'a pas les moyens pour scanner ça, on n'a pas les moyens pour conserver. Et ça, c'est le livre numéro 4 de cette bibliothèque. De cette bibliothèque. Vous voyez, quand j'ai acheté ça, Vous l'avez acheté le 10 août 1962 à Fribourg, en Suisse. voilà. Et Howells raconte, c'est pour ça que je me suis levé, comment il va, c'est-à-dire qu'il est en train de faire la recherche sur les Africains et leur religion, Oui. et il tombe chez un guérisseur qui est en train d'amener ses malades au marigot. Et on lui dit d'attendre, c'est-à-dire de ne pas traverser ce cercle-là. Parce que c'est un cercle quand même initiatique qui lui dit, ah, les Africains là. Donc il veut forcer, et l'autre lui dit, mais non, ne fais pas ça. C'est lui qui décrit ça ici. Et dès qu'il rentre chez lui, sa main gonfle jusqu'à ce que presque mort s'ensuit. Il faut qu'il revienne, on lui dit non, retourne va rechercher ce monsieur-là, tu lui dis pardon. Et c'est comme ça qu'il est retourné là-bas, et le gars lui a seulement fait comme ça. Il dit ok, c'est lui qui écrit ça ici. Il a utilisé la salive, parce que je suis toujours intéressé par la salive. Ce n'est pas la salive qu'il a utilisée. Mais ce livre existe. Vous qui êtes aux États-Unis, vous avez des grandes bibliothèques, c'est sûr que vous allez retrouver le livre de Howells, puisque Howells est un professeur d'anthropologie à l'université de Wisconsin. C'est chez vous, non? Tout à fait. Vous allez trouver ça là-bas. Tout à fait. Bon, mais sauf que vous allez trouver ça en bon état. Il ne sera pas en train de s'abîmer ici. J'ai lancé les cris que le gouvernement nous aide à conserver tout ça, que les sociétés privées nous aident à conserver tout ça. Personne n'écoute. Donc, j'ai fait ma part. C'est en train de partir que ça parte. Donc, si nous continuons dans la lancée de la religion, vous avez certainement un certain nombre de révélations à nous faire. En l'occurrence, en Afrique, nous avons ce culte dans lequel nous disons que les morts ne sont pas morts. Pourtant, la Bible nous dit que ces morts dorment, du moins pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ avant de mourir, ils dorment en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais quand nous abordons la plupart des livres tels que nous lisons, nous constatons toujours qu'on a l'impression qu'en Afrique, il y a des sociétés, du moins appelons-les sociétés secrètes, qui apparemment ne semblent pas trop tenir compte du fait qu'il y a un sauveur qui viendra pour l'humanité, en l'occurrence qui s'appelle Jésus-Christ, du moins pour les chrétiens. Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne les sociétés secrètes en général et les sociétés secrètes au Cameroun en particulier? Bon, je vois que vous avez le livre de Philippe Burt Tolera, le français, Oui. qui a beaucoup fait de recherches sur les bêtises. Mais comme votre question est plus générale, Tout à fait. je pense qu'il y a deux choses que les Africains doivent savoir. 10 000 ans, je dis bien 10 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ,
10 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a un noir qu'on appelle Enoch, qui est bien dans la Bible, qui a écrit son livre, Oui. qu'on appelle aujourd'hui le livre d'Enoch. Et Jésus-Christ avait tellement bien appris ce livre qu'il citait le livre d'Enoch par cœur quand il parlait. Comment vous le savez? Mais tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque, comment je fais? Je cherche. Je suis seulement curieux. Je cherche. Le livre d'Enoch existe. Bon, malheureusement, je n'ai pas de copie ici. Mais le livre d'Enoch existe. Alors, le problème, c'est que parfois, quand je suis à l'église, je suis protestant. L'église protestante, je mets seulement la main comme ça. Quand j'entends, et je vois que ce soit les prêtres catholiques, les pasteurs, ils ne veulent pas faire l'effort de la recherche. Or, en ce 21e siècle, il faudra bien relever ce défi de la religion. Comment est-ce que Jésus-Christ, lui, il lit le livre d'un Africain qui a été écrit justement juste avant le déluge de Noé? Comment lui il a fait pour avoir ce livre-là, pour apprendre ça et pour citer ça par cœur? Ce qui nous amène à conclure que Jésus était un noir. Bon, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas entrer dans est-ce que Jésus était... Nous connaissons Jésus que c'est un blanc qui est venu d'Europe. Quand vous allez dans les églises ici, vous voyez Jésus blanc avec de longs cheveux, etc. Ça encore, c'est l'idéologie qu'on a importée. Mais ce que je vous dis ici, c'est très sérieux. J'ai parlé en long et en large. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. L'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. J'ai écrit ce livre-ci, l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. J'ai décrit en long et en large comment Jésus-Christ utilisait le livre d'Enoch. Et c'est un Américain, justement, vous êtes des États-Unis, c'est un Américain qui a trouvé que dans la Bible, il y a plus de 300 passages qu'on a pris du livre d'Enoch qui sont dans la Bible d'aujourd'hui. Mais le livre d'Enoch, les chrétiens ne veulent pas entendre parler de ça. Surtout les catholiques, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et pour cause. Mais le débat, on ne peut plus cacher, surtout avec tout ce qu'on a trouvé là, autour de la mer morte. Là. Oui. Tout ce qu'on a encore trouvé ces 10 ou 20 dernières années, le débat, on sera obligé d'ouvrir le débat. Mais il y a maintenant un autre livre que les chrétiens ont beaucoup utilisé, c'est le livre des morts des anciens Égyptiens. Isis et Osiris. Cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que ce culte, enfin, dans l'ancienne Égypte noire, oui, où vous avez la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Comment ils disent, j'étais un, je devins trois, etc. Ou bien, où ils disent, ceci est mon sang, buvez. Ça, c'était bien avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce livre des morts. Est-ce que les chrétiens ou les musulmans africains ont déjà feuilleté ce livre-là? The Ancient Egyptian Book of the Dead, c'est-à-dire ça, c'est le livre des morts des anciens Égyptiens. Beaucoup de choses qui sont là-dedans, vous allez retrouver ça dans la Bible. Alors, moi, mon problème, ce n'est pas de dire aux chrétiens africains, ne sois plus chrétien, non. Sois ce que tu es et là où tu es. Mais il faut que tu saches quelle est la contribution de l'Afrique, quelle est la contribution du noir. Justement là où tu es, dans l'église que tu es. Mais quand on te dit que ce que les Noirs ont fait, c'est seulement la sorcellerie, c'est seulement le vaudou. C'est seulement, Satan, c'est seulement négatif. Je dis, il faut arrêter ces imbécilités dans nos églises. Et je dis ça encore une fois en tant que professeur d'université de rang magistral. Il faut arrêter ces bêtises dans nos églises. Et que les pasteurs africains, que les prêtres africains se remettent à l'école pour savoir quelle est la contribution même de l'Afrique dans l'écriture de la Bible.
est-ce que ces pasteurs-là, est-ce que ces prêtres-là savent que nous, il y avait une relation tellement étroite entre le peuple juif et les Africains. Et justement, le pasteur Bolivar Ndiami Mwandi me dit qu'il a mis peut-être 6 ans ou 8 ans pour apprendre le grec. Mais qu'avec son bassa natal du Cameroun, il n'a même pas mis 8 mois pour apprendre l'hébreu. Et je vais vous encore, je crois que j'ai encore ce livre-là quelque part. Je vais vous montrer ça. Nous avons beaucoup à apprendre, Prince. Vous avez, cette bibliothèque a tellement de livres, mesdames, messieurs, que Prince est obligé de temps en temps d'aller fouiller pour retrouver tous ces livres. Donc, nous lisons Jews and Judaism in African History. C'est-à-dire les Juifs et le judaïsme dans l'histoire africaine. Voilà. C'est Richard Holt qui écrit le livre. Voilà. Donc, les Africains et les Juifs avaient une histoire, connexion depuis que singulière. La reine de Saba, tout le monde lit ça dans l'église et dans la Bible. Dans la Bible. Mais les Camerounais là, ils ne savent même pas que la reine de Saba c'était la reine de l'Égypte. Pardon, de l'Éthiopie. Que c'était la reine de l'Éthiopie qui est partie, donc elle a été tellement enthousiasmée parce qu'elle entendait parler de Salomon, qu'elle est partie là-bas avec tous les cadeaux. Ça, vous lisez ça dans la Bible. Tout à fait. Mais pourquoi on ne dit pas aux Africains que c'est une reine qui est venue de l'Éthiopie? De l'Éthiopie pour aller donc en Israël. Peut-être parce que, comme on dit communément, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, s'ils sont affranchis mentalement... Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La reine de Saba vient là-bas. Oui. Elle a apporté tellement de cadeaux. Salomon est tellement impressionné que Salomon organise maintenant une fête. Vous parlez du roi Salomon? Oui, du roi Salomon. Il organise maintenant une grande fête en l'honneur de la reine de Saba. Dans son palais. Mais la fête dure tellement longtemps que la reine ne peut pas rentrer. C'est-à-dire ne rentrer là où est son hôtel, pour ainsi dire. Tout à fait. Et Salomon lui dit donc, écoute, tu n'as qu'à dormir ici, il n'y a pas de problème. Donc, la reine se trouve en train de dormir au palais du non roi seulement au palais. Salomon. Salomon l'installe même dans une chambre où ils sont à 2. Mais chacun dans son lit. Et la reine de Saba lui dit, pardon, il ne faut pas me déshonorer. Salomon lui dit, moi je ne vais pas te déshonorer. Je te demande seulement une chose, tu ne toucheras à rien ici au palais sans autorisation. La reine dit, mais ça c'est moi, je respecte toujours, il n'y a pas de problème. Alors ils dorment, chacun dans son lit, mais dans la même chambre. Et à un moment, la reine de Saba a soif. Donc il y a l'eau là qui est à côté. Elle prend donc l'eau, elle boit. Nous tous, non, la nuit, à un moment ou à un autre, on boit. Et Salomon qui faisait non semblant de dormir, dit, n'est-ce pas, on a dit que tu ne touches à rien sans autorisation. Il dit, mais ce n'est que l'eau que j'ai touché. Ah non, l'eau c'est la chose la plus précieuse. Et voilà comment Salomon donc, et la reine de Saba, c'est-à-dire la reine d'Éthiopie, donc finalement font ce qui se passe entre un homme et une femme. Et dans le cantique des cantiques de la Bible, ce cantique des cantiques, vous avez justement ce chant de la reine de Saba qui dit ne faites pas attention à la couleur de ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Et elle chante donc l'amour avec Salomon. Est-ce que les Africains comprennent même qu'il s'agit d'une femme noire d'Éthiopie? Alors qu'est-ce qui se passe? La reine de Saba est tombée enceinte dans cette relation-là. Mais c'est trop rapide. Bon, moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je dis seulement que, bon, elle est tombée enceinte parce que quand elle rentre chez elle, elle était enceinte. Et elle n'est même pas arrivée jusqu'à destination. Elle était encore dans le Tigré quand finalement elle a accouché. Mais Salomon lui avait dit, écoute,
comme tu es enceinte là, si tu accouches, et si c'est un garçon, tu lui donnes ce sigle. Que moi, Salomon, je te donne. Oui. Et il faudra qu'il vienne me voir. Alors finalement, l'enfant grandit, etc. Et il dit, mais qui est mon père? Et la reine de Saba lui dit, mais la reine d'Éthiopie Oui. lui dit, mais ton père, c'est le roi Salomon d'Israël. Elle dit, moi je veux voir mon père. Entre-temps, la reine de Saba a introduit le judaïsme comme religion d'État en Éthiopie. Parce qu'elle admirait tellement Salomon, etc. Donc c'est comme ça même que le judaïsme est entré en Afrique comme religion d'un État. Bon, alors c'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter l'obscurantisme là dans les églises en Afrique. Il faut raconter tout ça. Et que scientifiquement, on voit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'on peut rectifier. Bon, elle lui donne donc le sigle, et le gars, il s'appelle, on l'a appelé Ménélik, l'enfant. Ménélik. On l'envoie donc, il part donc en Israël, et il arrive donc, il explique, etc. Salomon dit, non, mais faites voir celui qui raconte. Et le gars, il lui montre, donc, il a compris tout de suite. Et quand il a vu Salomon, il a appelé tous ses prêtres, ils lui ont dit, vous allez l'initier. Toutes les tribus d'Israël, tous les prêtres, là, vous allez l'initier. Et il lui a dit, maintenant, toi, tu es David II. Salomon dit ça à Ménélik. Tu es David II et tu vas me remplacer. Donc, si j'essaie de comprendre d'où tout cela a commencé. Non, laissez-moi finir cette histoire parce que beaucoup d'Africains ne connaissent pas ça. Tout à fait. Bon. Allez-y jusqu'au bout. Oui. Dites-nous tout, ne laissez rien. Bon, il dit, c'est toi qui vas donc être mon successeur. Oui. Donc David devrait être le successeur de David II. David II. David II. Ménélik, son père l'appelle maintenant David II. David II. Mais David II veut rentrer en Éthiopie. C'est-à-dire en Afrique. En Afrique, chez sa maman. Parce qu'il sait qu'il a un trône aussi à prendre. Finalement, il dit à son père que vraiment, je ne peux pas rester. Le père est très, vraiment, ça l'affecte sérieusement. Bon, mais comme tu ne peux pas attacher quelqu'un, il dit, ok, puisque c'est comme ça, tu vas prendre l'aîné de chaque tribu d'Israël qui va rentrer avec toi en Éthiopie. Et c'est ce qui se passe. Donc David II part avec lui, avec l'aîné de chacune tribu d'Israël. En Éthiopie. Sur instruction du roi Salomon. Bon. Et bien sûr, avec des prêtres aussi. Bon. Puisque depuis qu'on l'a initié, etc. Mais maintenant, il y a un problème qui se pose. Ces prêtres-là, c'était les gardiens du temple. C'était les gardiens du temple et ils se sont dit, mais on va partir en Éthiopie. On ne va pas laisser la table des... Comment on appelle ça? La table de la loi de Moïse, là. Comment on appelle ça? Les 10 commandements? Oui, mais là où on a écrit les 10 commandements. Oui. Les tables de la loi? Les tables de la loi de Moïse. Ils amènent ça. Oh, oui, donc... Justement, c'est ce qui s'est passé. Alors, ils amènent ça. Salomon n'est pas au courant. Mais les prêtres, là, ils partent donc. Et quand Salomon s'aperçoit que les gars sont partis avec les tables de la loi de Moïse, allez, il prend toute l'armée et commence à les poursuivre. Que ça, il faut ramener ça en Israël. Le problème, c'est que il vient, mais le gars était déjà... Il vient, c'est-à-dire que jusqu'en Égypte. Mais les gars étaient déjà au-delà de l'Égypte. Il n'a pas pu les rattraper. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, et je raconte ça dans
l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Quand il y a la fête de l'épiphanie en Éthiopie, vous avez les Éthiopiens, les prêtres, ils portent les copies de la table de la loi de Moïse. Et ils ont fait de telle manière que on ne peut pas savoir où est l'original. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous avez une espèce de monastère où personne n'entre. Bon, bref, j'ai fait tout ça en raccourci, mais j'ai détaillé ça dans l'Afrique s'annonce au rendez-vous. C'est tout ça parce que, bon, et là, je vais peut-être encore donner une parenthèse. Donc, comme c'est le judaïsme qui était la religion d'État, quand le christianisme va venir, encore une fois, c'est un eunuque éthiopien qui était parti en Israël. Et en rentrant, on raconte donc l'histoire de Jésus-Christ. Il dit comment je ne sais plus quel apôtre lui... Est-ce que c'était Paul? Enfin, qui lui raconte donc ça. Il dit non, mais monte sur mon âne là et raconte-moi ça vraiment bien. Il lui raconte donc ça. Il dit mais comment? Qu'est-ce qui manque alors pour que tu me baptises? Donc, baptise-moi. On n'attend plus. Il l'a baptisé. Et c'est comme ça que ce eunuque de la reine d'Éthiopie rentrait donc en Éthiopie, a introduit le christianisme. Et là, il y a eu les guerres. Il y a eu les guerres en Éthiopie parce que, surtout avec la reine Judith, n'est-ce pas, qui était convaincue du judaïsme, etc. Elle a massacré les chrétiens. Elle a massacré les chrétiens en Éthiopie. Et c'est pour ça que ces chrétiens étaient obligés d'aller pratiquement sur les montagnes et ils ont creusé des églises dans le roc. Ces églises existent jusqu'aujourd'hui. En Éthiopie. La Libella, etc. Oui, et c'est même protégé par l'UNESCO. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens africains ne vont pas là-bas pour comprendre même ce qui s'est passé? Ils préfèrent aller à Rome. Cette aliénation-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à Rome, mais s'il vous plaît, c'est chez vous là. Et ça s'est passé bien avant que les Blancs ne vous apportent l'évangile. Les Blancs vous ont apporté l'évangile il y a seulement 100 ans. Vous avez des centenaires de telle église maintenant, etc., etc. Parce que c'est à partir des années 1850, chez nous ici, que le christianisme est venu. Mais en Éthiopie, l'Éthiopie est la première église chrétienne après Jérusalem, avant Rome. Bon, alors, donc, moi, c'est pour ça que quand je parle des diplômés illettrés africains, oui, je crois que vous comprenez maintenant. Je comprends tout à fait. Parce que vous êtes même docteur en théologie, vous n'avez jamais appris tout ça. Alors, vous êtes docteur en quoi? C'est un poison pour le peuple africain. Et justement, je vous vois avec un livre là. Tout à fait, c'est pour cette raison que je voudrais aborder cette parenthèse. Le professeur Birgit Brock-Utne de l'université de Oslo, c'est une blanche norvégienne. C'est elle qui a écrit ce livre, Whose Education for All. C'est-à-dire, puisqu'on parle, on dit l'éducation pour tous, n'est-ce pas? C'est ça le slogan. Tout à fait. Et elle qui est donc professeure de la chaire comparée de l'éducation, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on fait en Afrique là? En Afrique de maintenant, hein? Elle dit, the recolonization of the African mind through education. Que l'éducation, ce qu'on enseigne chez nous là, c'est pour recoloniser le mental de l'Africain. Quand elle a écrit ce livre-là, elle me l'a, vous voyez, elle me l'a dédicacé quand je suis allé là-bas. Et elle a eu beaucoup de problèmes avec la Banque mondiale. Parce qu'elle disait que les programmes de la Banque mondiale, là, c'était des programmes de recolonisation du mental de l'Africain. Donc ça veut dire que vous pouvez même avoir la bonne volonté, vous êtes président de la République, vous êtes ministre de l'Éducation, ministre de la Culture. Vous voulez peut-être faire quelque chose, mais la Banque mondiale va vous dire non, c'est pas comme ça, hein, c'est ça qui est bon. Et si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas l'argent. Ceci m'amène à vous poser une question fondamentale. Si vous vous retrouvez à une tribune des Nations Unies, quel serait le thème de votre message? Ça dépend sur quoi? À savoir que vous devez parler au monde. Mais qui laisse l'Afrique tranquille? Il faut libérer l'Afrique. Et libérer l'Afrique, ce n'est pas seulement, c'est d'abord libérer le mental de l'Africain.
libérer le mental de l'Africain, parce que l'Africain, c'est quand même quelqu'un qui a résisté énormément. Puisque depuis l'origine de l'humanité, tout ce que nous avons pu emmagasiner, tout ce que nous avons comme savoir, ce savoir est là, hein, quelque part. Ce savoir n'a pas disparu. Il faut seulement creuser un peu pour le trouver. Donc, moi, je dirais donc au peuple, laissez ceux qui sont l'origine de l'humanité vous apporter les trésors cachés pour des circonstances historiques que l'on connaît. Vous ramenez ces trésors cachés à la surface pour bâtir un monde nouveau. Parce que le monde que vous nous avez imposé là, c'est le monde de la violence et de la domination. Le monde de la violence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces structures-là, hein, si vous voyez ces pays occidentaux, combien ils dépensent pour la fabrication des armes aujourd'hui. C'est faramineux, c'est extraordinaire. Et c'est ce monde-là, le monde où tu dois menacer l'autre. Et l'autre aussi doit te menacer. C'est ce monde-là. Ce n'est pas ça que l'Africain a construit. Dans le monde des conflits. Le monde des conflits, le monde où tu veux avoir tout pour toi. Le monde de l'Afrique, c'est le monde du partage. Le monde de l'Afrique, c'est le monde de l'insertion dans l'univers. C'est-à-dire que tu es une partie de l'univers. Ce n'est pas toi le patron de l'univers. Mais on a apporté maintenant cette mentalité-là. On veut même être le patron de l'univers, l'être humain. C'est-à-dire c'est ce qui est complètement insensé. Donc il faut qu'on donne aux Africains la possibilité de donner à l'humanité ce qu'on a gardé depuis la nuit des temps. Et Dieu n'est pas fou parce que les richesses fondamentales, il a placé ça en Afrique. Et ces richesses sont encore là. Donc on laisse les Africains exploiter ces richesses aussi pour le bien-être d'eux-mêmes et pour le bien-être de l'humanité. Et ces biens ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi des biens spirituels et des biens intellectuels. Vous avez pratiquement abordé beaucoup de points. Et nous avons tellement de questions à vous poser, mais le temps nous prend à la gorge. Si vous avez fait allusion à la Bible, et nous apprenons dans la Bible que nous sommes tous des membres à part entière d'un corps. Et si nous sommes des membres à part entière d'un corps, et que nous considérons la plupart des pays du monde comme faisant partie du corps qui doit évoluer, il n'est donc pas question que le pied dise à la tête, je n'ai pas besoin de toi, et que l'œil dise à la bouche, je n'ai pas besoin de toi. Donc si nous considérons la plupart des pays du monde, du moins si nous considérons tous les continents comme étant des membres d'un seul corps, qui est celui qui a créé l'univers, est-ce qu'il est donc possible que les gens disent nous n'avons pas besoin de l'Afrique, ou que l'Afrique dise nous n'avons pas besoin de l'Amérique, ou que l'Amérique dise nous n'avons pas besoin de l'Asie? Alors il nous faut bel et bien arriver à ce que dans la Bible on appelle communément le ministère de la réconciliation. Réconcilier les cœurs, réconcilier les hommes, pour que tous nous puissions contribuer à ce que ce corps puisse être un et que ce corps puisse évoluer. Alors, j'aborde cet aspect parce que vous dites laissez l'Afrique tranquille. Est-ce que si nous considérons donc l'ensemble de ce que Dieu a créé sur la planète Terre comme devant évoluer vers un bien commun, que l'Afrique a bien compris en disant que nos biens ne sont pas seulement à nous, la notion d'individualisme, ça ne fait pas partie de notre pensée, mais la notion familiale de bien commun est ce qui nous caractérise. Est-ce que vous pensez que nous pouvons toujours tenir cette thèse dans laquelle nous disons laissons l'Afrique tranquille et attendons de voir ce que l'Afrique va apporter à l'humanité pour que nous puissions avancer? Bon. Je voudrais redire quelque chose qui n'a peut-être pas été clair tout à l'heure. Oui. Puisque vous parlez de la Bible. Parce que la Bible a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau vous avez le Nouveau Testament. Et je vous ai dit, Jésus-Christ, son livre de chevet, c'était le livre écrit par un noir qui s'appelait Enoch. Je demande aux chercheurs d'aller chercher et de me contredire, si ce n'est pas vrai.
Et qu'il citait donc ce livre par cœur. Or, Enoch est celui qui est monté au ciel sans connaître la mort parce qu'il était agréable à Dieu. Il y est monté au ciel aussi. Bon, oui, Élie aussi, oui. Mais je parle d'Enoch. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas choisir chez vous quelqu'un qu'il prend comme ça s'il n'a pas laissé de traces profondes. Et l'Afrique, elle, c'est-à-dire qu'à la philosophie du partage jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2014. Je rentre du travail. Je trouve une femme avec 3 enfants chez moi. Je ne la connais pas. Elle me dit, papa, je suis la fille de ton petit cousin qui habitait là-bas. Et bon, je dis, ah bon, hein. Bon, j'ai dit à ma femme, pardon, prépare-lui une chambre. C'est ça l'Afrique. Bon, après on va voir. On va voir comment, qu'est-ce que c'est, etc. Vous pouvez faire ça à Washington, vous pouvez faire ça à Berlin, vous pouvez faire ça à Paris. C'est ça l'Afrique. Parce que à Washington, à Berlin, à Paris, c'est l'individualisme. C'est le culte de l'individualisme. Bon, l'individu, c'est important. C'est-à-dire que pour que ce que Dieu lui a donné comme faculté puisse s'épanouir dans ces facultés-là. Tout à fait. Mais l'individu a besoin de la société, a besoin du groupe. Et l'Afrique a pu porter ça jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc quand nous disons laisser l'Afrique tranquille, ça veut dire que laissez l'Afrique tranquille avec votre philosophie de domination et d'exploitation. Parce que vous ne pouvez penser l'Afrique que si vous la dominez, si vous l'exploitez, si vous lui arrachez ce que Dieu lui a donné. Et c'est là où on dit arrêtez ça. Il est grand temps, en ce 21e siècle, que tous ceux qui ne font que convoiter l'Afrique, pour appauvrir l'Afrique, parce qu'on fait de l'Afrique des mendiants, chez eux, où vous trouvez l'or, le diamant, c'est tout. Et on fait c'est-à-dire par des structures très très raffinées, des ignorants d'abord chez eux, et des incapables. Donc c'est là où l'Afrique d'aujourd'hui dit non, c'est fini, il faut arrêter ça. Et que si ceux qui n'ont pas compris, Oui. Ben, on va le leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Oui. Quitte à ce que ce soit à leur détriment. Donc, ce que nous, l'Afrique d'aujourd'hui, 2014, du 21e siècle, l'Afrique dit, nous venons au rendez-vous les mêmes pleines. C'est pour ça que j'ai dit, l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. Nous venons au rendez-vous la tête, c'est-à-dire les mains pleines, et on vient au rendez-vous. Nous ne venons pas pour vous exploiter, vous les Américains, vous les Français, non, mais nous venons avec... Et si vous regardez bien, la puissance de l'Afrique est une puissance très profonde. L'Afrique n'a pas eu besoin d'armée pour influencer la musique mondiale. Tout à fait. L'Afrique n'a pas eu besoin d'armée pour influencer les Picasso, les Van Gogh, non, les cubistes. L'Afrique n'a pas... Ça s'est fait sans armée africaine. Ça s'est fait sans domination africaine chez les autres. Nous avons encore l'essentiel. Et nous voulons donner cet essentiel à l'humanité. Bien, mesdames, messieurs, nous abordons toutes sortes de questions avec le prince Coumanoube III. Nous avons abordé des questions politiques, nous avons abordé des questions sociales, nous avons abordé des questions de religion. Et le temps nous prend à la gorge. Nous avons tellement de questions à lui poser que nous voulions maintenant aborder un point. Encore? Je croyais que c'était fini. Non, ce n'est pas encore fini parce que nous avons tellement de choses à prendre de vous. Nous sommes un peu au terme de notre entretien. S'il y avait une question qui vous tient le plus à cœur et que nous ne vous avons pas posée, quelle serait cette question que nous devons vous poser? Je crois que vous avez posé beaucoup de questions très pertinentes et j'ai essayé d'apporter ma modeste part de réponse
pour ce que je savais. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ignore, hein, que je ne sais pas. Mais je crois que la question fondamentale en ce 21e siècle pour les Africains, c'est comment faire pour que les Africains soient conscients de ce qui leur est arrivé. Oui. Comment faire pour que les Africains comprennent là où ils ont trébuché. Oui. Et comment faire pour que les Africains comprennent que, étant l'origine de l'humanité, ils doivent trouver les chemins pour mettre à la disposition de l'humanité un héritage multimillénaire. Comment faire sans que les autres s'en offusquent, sans que les autres viennent barrer ce chemin-là, et que les Africains aient les capacités intellectuelles, spirituelles et physiques pour dire c'est ça le chemin de ce 21e siècle. Nous voulons marcher sur ce chemin pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les autres sur cette planète Terre. Très bien, mesdames, messieurs, l'entretien avec le prince Commando B3 est toujours un entretien assez fructueux. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le prince Commando B3 à Washington quand il est venu recevoir son prix. Nous n'avons pas pu achever de poser nos questions. Nous sommes arrivés ici pour visiter la bibliothèque Cheikh Anta Diop, une bibliothèque pleine de livres. Vraiment, il y a beaucoup de livres. Nous en avons encore que nous voulions aborder, mais comme celui-ci, Vie de Jésus-Christ, certainement beaucoup de gens veulent connaître quelle était la vie de Jésus-Christ. Nous en avons d'autres encore qui s'appellent La mystique du corps, les Yabian et les Yapeke de Dibombari au sud du Cameroun. Dibombari, c'est mon département. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître. Et je voudrais tout simplement vous inviter à visiter, si vous êtes de passage au Cameroun, pour vous qui êtes à l'étranger, de visiter la fondation Cheikh Anta Diop, la fondation Afrique Avenir, et singulièrement la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Il y a plein de livres, vraiment il y a énormément de livres. Nous n'avons pas été capables de pouvoir couvrir l'ensemble des livres qui sont dans cette bibliothèque. Et pour ceux qui sont au Cameroun et qui auront l'occasion de voir cette émission, qu'ils s'arrêtent par Bonabéry, je crois, on dit quoi, c'est l'ancienne route de Bonabéry. Ancienne route de Bonabéry, il y a la fondation Afrique Avenir, il y a une grande bibliothèque, et dans cette bibliothèque, vous serez certainement dirigé et conduit par le personnel qui est ici, mais une fois de plus, nous entendons que ce personnel ici est menacé de n'avoir pas son salaire, parce que les moyens de la fondation Afrique Avenir sont excessivement limités. Alors, si vous avez la possibilité d'aider la Fondation Afrique Avenir, à quel numéro ils peuvent appeler? Vous savez que nous avons... Oui, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où ils peuvent appeler la Fondation Afrique Avenir? Oui, je vais vous donner ici le numéro. C'est-à-dire, je voulais encore montrer ce livre-ci, n'est-ce pas? Oui. Acheté en 1962 en Suisse. Oui. Qui est en train de partir. Nous avons jeté beaucoup de livres comme ça. Oui. Nous avons jeté beaucoup de livres parce que même la climatisation, on n'a pas d'appareil, par exemple, pour enlever l'humidité, tout ça. Et ça, l'œuvre a atteint une dimension où je ne peux plus porter ça seul. Oui. Je ne peux plus porter ça seul. Et je crois que dans cette émission, il y a des gens qui ont l'argent qui nous écoutent. Vraiment qu'ils fassent un effort, qu'ils aillent sur le site internet www.africavenir.org, mais Afrique Avenir avec CA, Africa en anglais, Oui. Africa, A-F-R-I-C-A, et venir, V-E-N-I-R.org, et ils trouveront même comment sponsoriser la fondation à Douala. Parce que maintenant, la fondation, nous avons des sections à Berlin, nous avons des sections à Windhoek, mais le siège est à Douala. S'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard, que tout ça ne s'abîme, vous avez vu les trésors qu'il y a ici, avant qu'il ne soit trop tard et que moi-même je baisse les mains, faites un effort, que ce soit des gens qui sont dans les gouvernements, que ce soit les privés, que ce soit les gens qui ont des entreprises, envoyez quelqu'un pour voir ce que nous faisons et essayer de sponsoriser. Alors, vous avez demandé
un numéro de téléphone. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Le Cameroun, c'est 00237, Oui. donc 237, ça c'est le Cameroun. Ensuite, 90 46 29 27. 90 46 29 27. Ça c'est le numéro du Cameroun. 90 46 29 27. Appelez-nous pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce que vous voyez, vous avez vu tout à l'heure cet étudiant de doctorat de l'université de Tchang. Nous avons les étudiants de l'université de Bouéa. Nous avons les étudiants qui viennent de France et qui viennent d'Allemagne. Dans cette petite structure, nous sommes dépassés. C'est vrai, nous avons rencontré ces différents étudiants qui sont en train de rédiger leur thèse. Et la plupart des recherches, ces étudiants, je les ai rencontrés ici. Ils sont en train de parcourir les livres dans cette bibliothèque Cheikh Anta Diop. Et mesdames, messieurs, le cri est lancé. Vous avez entendu le prince commandant Croix lancer le cri d'appel. C'est vraiment un élan du cœur. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Australie, que vous soyez aux États-Unis ou en Afrique, c'est le moment de faire quelque chose. Et pour vous qui êtes caméraman, qui êtes journaliste, c'est le lieu véritablement de visiter ce centre. Il est plein de richesses. Évidemment, les livres sont en français, en anglais, en allemand, en langue locale, en toutes sortes de langues, comme dans n'importe quelle autre bibliothèque. Et nous avons effectivement constaté que beaucoup de livres sont effectivement en train d'être perdus. À cause de l'humidité, la climatisation ne fonctionne pratiquement pas. Et c'est le lieu vraiment de faire quelque chose. Alors, pour vous, je répète encore... Je vais peut-être dire une chose. Oui. Bon, ça, c'est les livres, ça, c'est la bibliothèque de recherche. Mais vous avez la bibliothèque pour les enfants Oui. et les jeunes. Oui. Quand il y a l'école, un jour, je me tiens devant la grande salle et je vois les enfants qui rentrent à l'école courir pour entrer à Afrique. Je me dis, mais pourquoi ils courent? Et c'est après que je comprends qu'ils courent parce que le livre que telle personne a commencé à lire, il ne veut pas que quelqu'un d'autre, un autre enfant prenne ça. Parce que nous avons des livres, nous achetons des livres un peu dans le monde entier où l'enfant africain peut se retrouver. Parce que souvent dans leurs écoles, ils ont les livres où il n'y a que les histoires de Blanche-Neige et des choses comme ça. Tandis qu'ici, ils ont de beaux livres, mais de beaux livres pour enfants africains. Bon, c'est comme le cinéma aussi, nous avons nous avons une banque de données à peu près maintenant, avec ce qui s'est ajouté, de 170 films africains que nous collectionnons pour pouvoir les montrer. Alors, nous sommes dans un paradoxe. Nous avons collectionné tous ces films africains, mais c'est la section de Berlin qui montre ça, parce qu'ils peuvent payer les droits. C'est la section de Windhoek, d'Afrique à venir, qui peut... Nous, au siège ici, nous ne pouvons pas payer les droits de projection de ces films. Donc, ils restent là. Et la population est là, elle ne peut pas voir ça. C'est le cas de le dire. Donc, mesdames, messieurs, je vais rappeler une fois de plus le site web que nous vous invitons à consulter. C'est www.africavenir. Je vais épeler cela pour vous. www.africavenir.org. Africa s'écrit A comme Alpha, F comme Francis, R comme Roméo, I comme Inde, C comme Chacal, A comme Alpha, V comme Victor, E comme Éducation, N comme Nestor, I comme Inde, R comme Roméo, .org. Prince, je voudrais que vous nous fassiez une faveur. Nous avons parlé en français. Le Cameroun est bilingue. Vous avez écrit des livres en allemand. Est-ce qu'il est possible que vous résumez l'ensemble de ce que nous avons éventuellement abordé en allemand, pour ceux qui éventuellement n'ont pas pu comprendre ce que nous avons dit en français, et que vous le dites également en douala, comme c'est votre langue natale, afin que ceux qui ne comprennent pas le français puissent éventuellement comprendre la profondeur de votre pensée. Ouais. Je crois que éventuellement en anglais aussi pour les Camerounais. Donc nous voulons pratiquement 3 versions. La version allemande, la version douala et la version anglaise. Wow. Bon.
Es ist sehr schwierig, sozusagen, das, was wir vielleicht in 1 oder 2 Stunden gesagt haben, es ist sehr, sehr schwierig, das auf einmal jetzt sozusagen zusammenzufassen. Es geht einfach darum, dass wir sind im 21. Jahrhundert. Und dieses 21. Jahrhundert wird sehr große Veränderungen mit sich bringen. Nicht nur in Europa, sondern genau in diesem Afrika, wo die Bevölkerung einfach so jung ist und so dynamisch ist. Das heißt, wir müssen es schaffen, hier in diesen afrikanischen Ländern, die Verbindung zu schaffen zwischen dem Ererbten, was wir seit Jahrtausenden ererbt haben, denn Afrika ist ja die Wiege der Menschheit und das darf niemand vergessen, zwischen diesem Ererbten und jetzt dem Neuen, dass wir diese Verbindung schaffen, und nur wenn wir diese Verbindung schaffen, wird es möglich sein, nicht nur Afrika, sondern der Menschheit neue Möglichkeiten anzubieten, einfach um friedlich miteinander zu leben. Denn dieses nur Afrika beherrschen, dieses nur Afrika plündern, dieses nur Afrika helfen, in Anführungszeichen, das hat ausgedient. Was wir jetzt brauchen ist, dass es dieses Afrika im Aufbruch, verstehen, Verständnis haben für dieses Afrika im Aufbruch und so weit kommen, dass man sagt, aha, was können wir eigentlich auch von Afrika lernen? Das heißt nicht, wie können wir Afrika plündern weiterhin, nicht wie können wir Afrika dominieren, sondern was können wir von Afrika für dieses neue Jahrhundert, was können wir von Afrika lernen, um irgendwie eine neue Welt, aber die friedlich ist, in diesem 21. Jahrhundert zu schaffen. Là, c'était la version allemande. Si nous permettions de faire la parenthèse maintenant, la version, I'm not anglaise. We are bilingual, but I always say that we are not bilingual in Cameroon. We are multilingual because English and French are European languages. And my thesis is that English and French are not African languages. We have a lot of our own languages. And even Cameroon is a very, very good example because we have so many Cameroonian languages. So we are not bilingual. We are multilingual. So what I want to say is just this. You know that the last century, Africa has been a kind of dominated continent with colonization, but first slavery and then colonization and then neo-colonialism and so on. It is very important to understand the new wave in African countries today. If you don't understand the new wave, you are lost. You African or you European or you American. Africa is coming. Africa is really coming because we are trying to have the link between the old Africa, Africa as the origin of mankind, this Africa and with the whole heritage, linking it to the new waves, to the new intelligence of the Africans of today. And that is what is happening now in Africa. Don't see only the wars and so on. Even these wars are a kind of expression of this new wave. So we are coming. But we are not coming to go to Europe to invade the Europeans, to invade the Americans. We are coming to say, hello, look, we are the origin of humanity and we have solutions you couldn't imagine. So please, let us combine these solutions of the old Africa and of the modern world with the new technologies and so on, so that we can live in peace together. That's the message of the new Africa. That's the message of our Africa today. Well, I want to thank you very, very much for extending on that subject and what you mentioned. You went ahead and gave us the German version, and then you said
Cameroon, for example, is not a bilingual country. Cameroon has many languages, but officially people are speaking English and French in Cameroon. So I am really delighted that you were able to mention what you told us in German and then what you also told us in English. Now, you keep on emphasizing that you belong to the Douala and that you are Douala speaking, which is one of the language in Douala here. Will you please do us that favor to speak to the Douala people, at least people speaking Douala, so that they can know what is going on here in the Cheikh Anta Diop library, and then in Africa Veni Foundation, and what to think, how do you foresee what's gonna happen with Africa coming, as you said, Africa is coming with also his own knowledge to the foundation of the world, or let's say to the progress of the world mind or world's ideas or the world view which is going on right now. Naso ambo ejate ngai ke lambodi myomele bika mbo anya ajate meteni ngai ke lambodi ya plana mutute aweme oyo ibanjana kiele oitata kwalana na itanabia oitata kwalana mo naisonta mponje yetumbe min mimbuma tatana min mimbumena mepo Yehova luba momende abebi somo ebanja ponda sunya mindo penya hapo setena jali takisebane jali dumbande babo nje babeno ndenika Yehova luba abona munda botonde asebe mutabuso umundi mwase abola pepso jokwa gita natena idikala na buka ebwea na mwata mwa lukulambu mundo eno mundi mwase bakala bende munda wase buka te mwaba lukulambu bisonde Yehova loba abeno onyanika mutapoeta Afrika Veni wana asontane mambo ikodi mundo mba eyemekao mutambo ambade la pongidini labule na wenge lande kokutala mbo jama lande kokutala mbo ona mibina nika nde mnyomo era atomba nenge ya wan luimingia mba na boso la mdungu nende plakwana ebe ba papa ebe ba mama ebe bamba bena ba yombe sukudu nyo ingia motote asonta neneni mambo mama nyaka mino otukwa ebanyana bakala babenyo ngasu ban bazi ababenyo ngasu sete bukate miama tumena me wasa miangadu nde babempe nyongasu odibiela su na o dubela su la loba la koba na ngindi babenyo ngama mambo mestaba onyanika mba nende kwa na sete mba tonde na kwadi nde batojita ba kwalana min mimbuma tatan na maye mindo mende bula beta insini nyola asenga so oyiko so yo wapek kate sonda na mo onyanje bulana munango pasonta ne buka aibede buka tenga kata bakalande ngadibiela bakalande bulana muna abie we awano bambambe pa onje baluleno kama biye oplana mungwa ne mona ali obus lo mende jene lo itata kwa na kiele lo italubia mba tete kumandumbe lo nsela mbande ne kwa samyo nya kamotute aweme iyo nunye nanu ibiwe ni na kusa mama biemese aye alo memunao biso gende bwa abedi uwanseno na iko na myola le jama na iko na myola le Afrika Veni nyana mibi oyanika yetna Yehova luba abemba ya msonari bieninga na miande mbembe na didi biebo na bampe motute anonge ya oson abulanemo ndabulanemo kabwa yanika ambua son ponda nyapo mbana titi pastor nde ponda nyapo onjene no jene na nje Yehova luba eno bamba na bongo bamba utila mena na sondane ponda nyapo ebanjana kiele to swiba bamende ba iseme amindo mnyola akwaso na nje di ben malabe nde mnyo ya sonna lobi eneri jalule no mama labe oplana musangombe munda wasi nde psope disenge bwam
sena wabo ate wanga ndino ngwavion wala mbenge wabo ate lo babo so mambo meso anana ngana ope bwam nde mnyo isere bisona dibe pe batu bina bindi bakumba bani dibe pe batu bina bindi bito bambamba bina bani bapo no nongo to so ojanda ibanja lo babo so njwaswa mutabwiso lo babongo abwilo babongo ndi abule pe laudo ambo anasumbi